Chers amis, bonjour. Bienvenue à vous à l'exposition intitulée L'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021. L'exposition donc a lieu du 11 novembre au 21 novembre à l'Espace Mendes France, 23 rue de Paris, à Épinay-sur-Seine. En marge de cette exposition, donc les personnes qui viennent visiter cette exposition visitent et lisent une vingtaine de panneaux de kakémono, et en marge de cette exposition, on organise un certain nombre d'interviews, d'entretiens avec des acteurs qui ont leur place dans cette histoire, qui ont un regard intéressant sur cette histoire, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter notre ami Mahmoud Bourassi. Donc Mahmoud Bourassi, qui est acteur associatif des jeux depuis quelques décennies, tout ça nous rajeunit pas. Et il est également membre de l'association Sève qui porte ce projet d'exposition. Donc c'est à ce double titre que nous avons décidé de convier Mahmoud à répondre à nos questions. En tout cas, on te remercie de nous faire l'amitié de répondre à nos questions. C'est moi qui te remercie de l'invitation pour cet échange. Merci beaucoup. Mahmoud, tu as commencé à militer notamment dans Présence musulmane au tout début des années 2000. Et depuis 20 ans, tu as un regard sur l'engagement des acteurs français musulmans qui essayent en tout cas d'allier le discours de citoyenneté et d'islamité, ou comment à partir d'un référentiel musulman on peut renforcer une citoyenneté, et comment à partir aussi d'une citoyenneté on peut aussi renforcer un témoignage musulman au sein de la société française. Mais avant les années 2000, tu t'es aussi toujours considéré comme l'héritier de gens qui t'ont précédé, d'hommes et de femmes, notamment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelée la marche des beurs. Si on peut peut-être en guise d'introduction revenir un peu sur ce que les grands frères ont pu te dire sur le contexte militant dans les années 80, notamment à partir des années 83. La marche pour l'égalité. Tout à fait. La marche pour l'égalité et contre le racisme a été un moment fondateur dans l'engagement social et politique des deuxième génération, donc les fils on va dire des darons, des premières générations d'immigrés, et qui ont exprimé suite à il faut savoir qu'il y avait vraiment un contexte social compliqué, difficile, où il y avait vraiment un mal-être et un malaise social qui sévissait dans nos banlieues françaises, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Paris. Et il y avait une véritable demande, un accroissement, une demande d'égalité et une demande d'intégration politique au sein de la société française de la part de cette deuxième génération d'immigrés, donc plutôt des Français issus et héritiers de l'immigration, et qui ont développé un rapport nouveau avec leur environnement social et humain et politique, qui est différent de celui de leurs parents, où on a quand même noté une certaine invisibilité en termes d'engagement et d'expression politique de la part des premières générations. Et ça s'explique parce qu'il y avait ces premières générations d'immigrés qui étaient habitées par l'idée du retour, donc le mythe du retour, qui ne s'est jamais fait d'ailleurs, puisque nos grands-parents sont encore en France, certains même sont enterrés en France. Et donc il y a effectivement ce malaise dans un contexte de montée du racisme, d'augmentation du chômage, de paupérisation, et aussi un certain nombre de bavures policières et de crimes policiers impunis, d'où est née donc la marche pour l'égalité et contre le racisme, pour exiger donc une reconnaissance sociale et politique de la part de cette nouvelle génération qui s'installe dans le paysage français. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il faut rappeler l'origine même, l'idée même d'une marche un peu à la Gandhi, non violente, citoyenne. Je crois qu'on est le 20 juin 1983. Toumi Djeidja, qui va être l'initiateur, la figure de proue de cette grande marche,
qui se fait mordre par un policier et qui prend une balle dans le ventre. Et dans son lit d'hôpital, il a une idée lumineuse qui dit voilà, nous allons faire une marche, alors, malgré un contexte très difficile, de dire voilà, on va lancer une marche pacifique à la Gandhi. Alors, c'est vrai que voilà, il y a un mouvement exceptionnel. Ils partent, je crois, le 15 octobre. Ils arrivent de Marseille à une dizaine et ils finissent à Paris à 100 000. Donc mouvement extraordinaire. Ce mouvement-là obtient pour l'ensemble des immigrés de France la carte de séjour de 10 ans. Les résidents, oui. Mais on voit que très rapidement, quelques temps après, l'enthousiasme de la marche va retomber. Et beaucoup de marcheurs historiques vont avoir en travers de la gorge une récupération politique de la part de Julien Dray, Harlem Désir, au profit du Parti socialiste. Tout à fait. Après donc, le succès de cette marche éminemment politique, il y a on a assisté à une forme de désillusion de la part des acteurs de cette marche et de tous ceux qui ont participé à ce mouvement. Et effectivement, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui avait des revendications fondamentalement et éminemment politiques, s'est transformée peu à peu à une espèce de dimension exotique et folklorique qu'on a rebaptisée la marche des beurs. Il faut savoir que la marche des beurs a été rebaptisée par la classe politique et médiatique, et non par les auteurs et les fondateurs de cette marche. Parce que même quand on regarde les archives, les photos, on voit les banderoles en tête de cortège, c'était marche pour l'égalité et contre le racisme. Il n'a jamais été question de se nommer ou de se qualifier de marche des beurs. Et je dirais qu'effectivement, suite à une sorte de récupération, et une forme plutôt de neutralisation de la dimension politique de cette démarche, de cette marche, il y a une volonté de vider de sa substance politique la démarche sociale et politique de ce mouvement, de cette initiative. Et on s'est orienté vers une dimension, reconnaissance plutôt folklorique, exotique du beurre, de l'immigré, de l'arabe. On va reconnaître le couscous, le thé à la menthe, les babouches. Touche pas à mon pote. Voilà, donc le touche pas à mon pote. Et touche pas à mon pote, c'était une certaine manière de dire l'arabe français d'origine arabe. C'est mon pote, mais c'est pas encore mon concitoyen. C'est un peu l'idée de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas cette marche, malgré certains acquis. Là, tu l'as rappelé, la carte de séjour de 10 ans pour les résidents, c'était déjà un acquis important dans le contexte de l'époque. Mais on n'est pas parvenu à la reconnaissance d'un statut de citoyen à part entière. Alors, parmi les déçus de la marche, certains vont continuer et essayer peut-être de changer les choses de l'intérieur. Beaucoup vont intégrer le Parti socialiste, beaucoup vont travailler notamment dans le social, et donc vont essayer de monter des associations, des radios libres, etc., etc. Donc il y a un mouvement quand même qui essaye de faire, tout en étant conscient d'une forme de récupération, essaye de faire changer les choses de l'intérieur. Mais on a aussi des déçus qui vont offrir une autre voie à tous les déçus de la marche, notamment du côté de Lyon. Donc Lyon, c'est intéressant parce que c'est un véritable laboratoire d'initiatives sociales et politiques. Et on va avoir des gens comme Abdelaziz Chembi, Amin Makri, qui vont à un moment donné faire en sorte à travers la librairie Tawhid, de réconcilier islamité et citoyenneté, et d'élaborer, en tout cas de poser les premiers jalons d'un discours qui va être plus tard incarné par Tariq Ramadan. Mais avant que Tariq Ramadan arrive en France, il y a cette période-là où j'aimerais avoir ton avis. Oui, alors parmi les acteurs associatifs de confession musulmane, il y a un retour aux religieux qui se fait au courant des années 80. Et certains acteurs que tu as cités, comme Yamin Makri, Abdelaziz Chembi, vont fonder l'UJM, l'Union des jeunes musulmans, et qui vont, à partir de leur référent religieux musulman, utiliser leur identité musulmane comme un levier et un moteur de l'exercice de leur citoyenneté.
C'est-à-dire qu'ils vont partir, plutôt que de partir de revendications, on va dire, qui sont plutôt avec une espèce de socialisation par le politique dans les partis traditionnels, eux, ils vont plutôt s'inscrire en parallèle, ils vont fonder leur propre mouvement autonome d'expression politique à travers des associations comme l'UJM, en disant qu'on peut très bien concilier et allier l'appartenance religieuse à l'appartenance citoyenne, et qui s'inscrit dans une évolution, dans un mouvement pour accéder à des droits sociaux, des droits politiques. Alors c'est un courant de pensée qui commence à émerger et qui discute à la fois avec les anciens, la génération des Chibani, qui discute avec les jeunes des quartiers populaires, parce que du coup c'est aussi une revendication qu'ils font leur, ces revendications-là. Ils discutent également avec les gens de l'UOIF, l'UOIF qui a été fondée en 1983. Donc on arrive dans les années 90 et 89, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'à la fois sur le plan géopolitique, avec la chute du mur de Berlin, c'est le début de la fin du communisme, la fin du péril rouge, peut-être le début du péril vert. Et en France, il y a l'affaire des filles voilées à Creil qui cristallise la société. On commence à opposer islam et laïcité, islam et république. Oui, effectivement, l'affaire de Creil est venue un petit peu cristalliser et raviver les tensions qu'il y a autour de l'expression religieuse dans l'espace public. Et ça, en fait, la France a découvert que ces jeunes héritiers de l'immigration, ou comme on les qualifie, issus de l'immigration, on pensait en fait le modèle d'intégration assimilationniste français pensait que les nouvelles générations héritiers de l'immigration allaient s'émanciper socialement et politiquement en renonçant à leur part d'identité religieuse. Ce qui n'a pas été le cas, puisque donc ces associations ont démontré qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance religieuse musulmane. Et ça à travers l'enjeu de la visibilité de l'expression religieuse musulmane dans l'espace public, et notamment à l'école, ça a créé une forme de tension, une incompréhension entre la République française qui tendait, notamment à gauche, qui tendait vers un modèle assimilationniste, et une nouvelle génération qui tenait et qui restait fidèle et attachée à leur identité musulmane, tout en s'inscrivant dans le jeu politique et en s'inscrivant dans une démarche citoyenne. Et ça a créé des remous, des inquiétudes, des tensions, une nouvelle génération qui se réinventait leur islamité dans un contexte nouveau, dans une société sécularisée, laïque et majoritairement non musulmane. Donc il y a eu des étapes, on va dire un peu une forme de bricolage, où on cherchait donc une troisième voie, comme tu le dis si bien. Et c'est là qu'est arrivé un intellectuel, un penseur comme Tariq Ramadan, qui a voulu... Justement, en parlant de lui, on parle de cette mouvance lyonnaise, on a parlé des marcheurs, cette mouvance lyonnaise qui essaie d'allier islamité et citoyenneté. Et on a un jeune professeur de lettres qui habite à Genève, et qui arrive en France. Quand est-ce qu'il arrive en France ? Dans quelles conditions ? Et pourquoi des acteurs français musulmans qui avaient déjà initié quelque chose que Tariq Ramadan a popularisé, pourquoi à un moment donné il n'y a pas peut-être quelqu'un qui est né en France et qui a émergé à ce moment-là ? Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu cette... Je pense que l'intervention ou la découverte d'un intellectuel comme Tariq Ramadan, elle s'est faite au moment de l'émission La Marche du siècle, où là on a vu un citoyen musulman, un musulman, un intellectuel musulman qui s'exprime en bon français avec un propos clair, une cohérence dans le discours, et qui a, on va dire, crevé l'écran, comme on dit. Alors je ne sais pas si sa participation à l'émission elle a précédé son engagement, ce compagnonnage avec des personnes comme Abdelaziz Chambi et Hamid Makri de l'UGM, ou ça s'est fait de manière où ça l'a précédé. Mais en tous les cas, on découvrait un intellectuel musulman qui s'exprime
de manière audible, qui s'exprime de manière en bon français, qui maîtrise bien le discours et la langue française, et qui a, à travers cette émission-là, mais après à travers d'autres implications et dans d'autres émissions ou dans des colloques, dans des conférences, qui a, de par la clarté de son propos et le charisme qui est le sien, et qui a pu procurer un sentiment de fierté et restituer une certaine dignité à cette nouvelle génération de musulmans qui a pu se reconnaître dans les thèses défendues par Tariq Ramadan. Oui. Donc c'est l'affirmation citoyenne, le fait de s'assumer musulman, s'engager sur le terrain social et politique à partir de ses références musulmanes ou avec une inspiration musulmane. Et ça a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu parce que ça a répondu aussi à un besoin. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque, malgré l'engagement de certains militants, il y avait quand même besoin d'une formation ou d'un accompagnement pour construire un discours audible à partir de ces références musulmanes, notamment dans l'espace médiatique et politique. Et ça, je pense que c'est une contribution majeure d'un intellectuel comme Tariq Ramadan qui a pu mettre ça au service de ces nouvelles générations. Alors pour que ces militants le suivent, c'est qu'il a effectivement incarné une certaine attente en termes de dignité, tu le rappelais, s'exprimer en langue française, permettre aussi aux musulmans de retrouver une certaine normalité, une certaine hauteur sur le plan intellectuel. Lui, quand il arrive et qu'il voit ce discours qui allie islamité, citoyenneté, avec un ancrage terrain, quartier populaire, c'est pas forcément là où il a vécu. Tu parlais de contribution. Comment une forme peut-être de récupération de ce discours-là, comment il l'intellectualise en fait? Est-ce que donc dans son application et son engagement d'un intellectuel comme Tariq Ramadan, c'est qu'il a su, on va dire, théoriser le sens d'une présence musulmane dans un contexte nouveau. Et à partir des aspirations grandissantes des citoyens français de confession musulmane, avec cette volonté de s'inscrire dans le récit national et aussi dans la volonté de s'engager dans le débat public à partir des thématiques propres aux jeunes citoyens français, cette deuxième, troisième génération qui, encore une fois, qui s'est reconnue dans sa façon de théoriser à la fois l'approche, le vécu avec le rapport avec l'environnement, et aussi le fait de déconstruire une certaine terminologie et comment faire adapter la compréhension des textes musulmans dans un contexte, en contexte occidental, en contexte français. Oui, Dar al-Shahada par exemple, la maison, l'espace du témoignage. Et c'est vrai que par son histoire personnelle, et quand on a un point de vue historique, on a le sentiment qu'il vient aussi peut-être à des acteurs associatifs qui sont sur le terrain mais qui ne sont pas forcément des références religieuses. Le fait aussi peut-être d'avoir Tariq Ramadan, au-delà de sa dimension intellectuelle, idéologue, qui théorise, par son histoire familiale, en étant le petit-fils de Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, on a aussi le sentiment que ça a donné une espèce de légitimité aussi religieuse à un engagement social pour un bon nombre d'acteurs. Effectivement, du fait de sa filiation, ça lui a conféré une forte légitimité avec une symbolique assez forte. Et en même temps, avec son expérience et sa connaissance à la fois de la philosophie occidentale et sa formation intellectuelle, il a pu à la fois encadrer et accompagner ce processus, on va dire, de normalisation d'une présence musulmane en France qui s'enracine de plus en plus. Alors ça, c'est les années 90. Comme tu as le rappelé dans les premières émissions, il a crevé l'écran. Il y a eu d'autres émissions. Il commence à faire des conférences un peu partout. Il est soutenu par la librairie Tawhid qui enregistre à l'époque des cassettes. Les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent plus les cassettes qui sont passées, qu'on vend, etc., etc. Donc on a effectivement tout un mouvement qui l'accompagne.
qui le soutient, et en même temps son discours permet aussi de donner aussi une légitimité, une plus grande force aux associations qui sont sur le terrain. Il fait sa thèse également de doctorat, donc il lui donne aussi une légitimité universitaire, académique. Et toi, tu t'engages dans les années 2000, dans Présence musulmane, donc un mouvement qui va accompagner ce discours que Tariq Ramadan a théorisé. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, quand tu t'engages au début des années 2000 ? Ça répond à quoi chez toi, en fait, cet angle ? En fait, moi, ce qui m'a tout de suite plu dans ce discours et dans cette plateforme, parce que Présence musulmane, c'est pas une association, c'est pas une structure, c'est une plateforme plurielle, informelle, qui réunit, qui rassemble des individus, des associations, des structures, pour tenter de produire un discours universaliste et la promotion de valeurs communes. Et c'est vrai que le discours qui a été promu et produit dans le cadre de ces espaces-là, c'était ce que je ressentais moi en tant que citoyen français de confession musulmane, le besoin de trouver un petit peu à la fois les bons termes pour exprimer son rapport à son environnement, la bonne terminologie, déconstruire certaines idées reçues, lutter contre les préjugés et assumer pleinement son islamité, ne pas avoir un complexe par rapport à son identité musulmane. Et l'autre élément, c'est qu'il y a eu aussi un engagement, ce qu'on appelle l'engagement extra-communautaire, c'est qu'il y a une volonté de nouer des partenariats avec des personnes de bonne volonté, mais qui sont issues de différents horizons non musulmans. C'est-à-dire qu'il y a eu des syndicats, voilà, dans le domaine dans le milieu intermondialiste, mais pas seulement, même dans le milieu syndicat, politique et autres. Et ça, c'était, étant donné qu'on vit dans une société plurielle, l'engagement il peut être commun. Et surtout, ce qui m'a plu également, c'est ne pas s'enfermer dans son identité musulmane. C'est-à-dire que c'est un engagement communautaire ouvert, autonome, authentique et indépendant aussi par rapport aux autres structures, aux autres fédérations, et qui a correspondu vraiment pour moi aux enjeux liés à l'islam en Occident et en France. On a le sentiment que, et Tariq Ramadan en parle beaucoup dans son œuvre, notamment de la théologie de libération qu'on a pu voir émerger dans les communautés chrétiennes, notamment en Amérique latine. Comment du coup reformuler en des termes théologiques un engagement social, un engagement pour la civilisation humaine. Et c'est vrai qu'on voit aussi un engagement dans les débuts des années 2000 avec les altermondialistes, le Forum social européen en 2003. Toi, c'est en quelle année que C'était avant le Forum social ? Oui, 2000, vraiment, début des années 2000. Très bien. Et alors, il se passait quoi dans cette plateforme Présence musulmane ? Est-ce qu'il y avait des veillées spirituelles, il y avait de la formation intellectuelle, il y avait des moments plus politiques ? Comment ça se passait ? En fait, Présence musulmane, ça se décline autour de différentes activités. Un programme d'activités, ce sont des formations régionales qui sont assurées par Tariq Ramadan. C'est des formations régionales, des conférences, des colloques à travers la France, et c'est aussi des réunions tripartites où différents acteurs de Belgique, de France et même du Canada qui se réunissaient une fois par an, et c'est aussi un programme à l'international. Donc, tout ce qui est la solidarité internationale, avec la mise en place d'un événement qu'on appelle le CIMEF, le colloque international des musulmans de l'espace francophone, qui avait lieu tous les 2 ans dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Notamment le Sénégal. Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, Mali. Alors, tu nous rappelles effectivement ce programme de formation. Il y a eu des colloques, il y a eu des séminaires, il y a eu des conférences. Moi, la question que j'ai envie de te poser, et que d'autres également se sont posées, est-ce que Présence musulmane était uniquement un mouvement dévoué à la pensée d'un homme,
Ou est-ce qu'il y avait dans son esprit, dans le vôtre, la possibilité aussi qu'il y ait d'autres intellectuels qui émergent? Oui. Alors effectivement, c'est un peu la critique que certains ont fait. En fait, c'était une plateforme plurielle. Il faut savoir que moi, j'intervenais au titre du collectif des musulmans de France. Donc le CMF, qui est aussi un réseau d'associations, d'individus, mais beaucoup plus structuré. Structuré et qui avait à peu près les mêmes prétentions, les mêmes aspirations. Et Présence musulmane, voilà, c'était espace de rassemblement, dont le CMF faisait partie, mais pas seulement. Il y avait PSM, voilà. Et donc c'est une plateforme plurielle et qui devait faciliter et favoriser différentes expressions, différentes contributions. Mais comme la figure de Tariq Ramadan était tellement centrale dans cette dynamique, qu'à un moment donné, elle a pu écraser certaines personnes. Et d'où on peut comprendre parfois la forme pas frustration, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais parfois un petit peu des rapports un peu, des contentieux qu'on peut émerger entre certaines personnalités avec Tariq Ramadan. C'est que peut-être qu'il était, voilà, de par son charisme, sa prestance, son brio, et ben peut-être qu'il prenait peut-être un peu trop de place et que d'autres n'ont pas réussi à trouver leur... Certains l'ont quitté, qui étaient avec lui dans les années 90 et dans les années 2000. C'est déjà un peu aussi une autre génération. Alors, présence musulmane, ça commence quand et ça finit quand? Si mes souvenirs sont bons, ça commence en début 96, les années 96, et ça finit de 2009-2010. 2009, il me semble. Ouais, 2009, ouais, il me semble. Alors tu dis effectivement, et tu le rappelles à juste titre, que effectivement ce mouvement était quand même très centré sur une personnalité imposante, qui est celle de Tariq Ramadan. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que jusqu'en 2003, on a un discours très porté sur l'altermondialisme. Lui-même, de par ses expériences, il fait beaucoup d'humanitaire, très porté sur les questions de solidarité internationale. Et on voit que, tu me dis si je me trompe, mais j'ai le sentiment que le débat avec Nicolas Sarkozy qui va avoir en 2003, ça inaugure une nouvelle étape dans la vie intellectuelle de Tariq Ramadan. Ce débat-là le fait connaître davantage également dans la société française. Il y a eu la polémique avec ce que lui a appelé les nouveaux intellectuels communautaires, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut. Et après, il y a aussi un rapport aussi avec le Qatar, qui fait que ça... on a l'impression que les thématiques d'avant sont peut-être moins prioritaires. En tout cas, c'est un regard extérieur. Je voulais avoir ton avis, toi qui étais à l'intérieur de Présence musulmane. On va dire, dans l'évolution à la fois de Présence musulmane et de la dynamique associative, effectivement, il y a eu ce 2003 qui a été une année charnière, parce qu'effectivement, c'est là où Tariq Ramadan a subi une campagne de dénigrement, de calomnie intense, mais en même temps, c'est ce qui lui a aussi donné une dimension internationale. Donc, comme il le dit lui-même, il dit Sarkozy était mon meilleur agent de relations publiques, parce qu'il n'était pas uniquement connu dans l'univers militant et associatif, mais il a eu, voilà, une renommée, une renommée nationale et internationale. Et ensuite, en 2010-2011, donc c'est la fin de Présence musulmane. Non, 2009, la fin de Présence musulmane, parce que moi, je n'étais pas d'accord, mais bon, il considérait qu'on avait atteint un cycle. C'était la fin d'un cycle, que le discours on est citoyen, on est pleinement français, pleinement musulman, c'était quelque chose d'acquis et que c'était le mérite de cette dynamique Présence musulmane et qu'il fallait passer à un nouveau chapitre, à une nouvelle étape. Et Tariq Ramadan, lui, de par sa nouvelle dimension internationale, s'implique beaucoup moins sur le terrain occidental et français, mais beaucoup plus tourné vers le Moyen-Orient, et il va créer donc un centre à Doha. Ouais, voilà, le CIL, ouais, voilà. Alors, juste, parce que tu dis à un moment donné que tu n'es pas forcément d'accord, quels étaient tes arguments à ce moment-là? Toi, tu penses qu'au contraire, il aurait fallu continuer, oui, bien sûr, et que ça ne... Ouais. Même si c'était la fin d'un cycle, c'était peut-être pas forcément la fin de l'histoire. Exactement, voilà.
Et même quand Tariq Ramadan s'est retiré de Présence musulmane, j'ai dit il était peut-être central dans la dynamique, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc il fallait qu'on. Mais bon, certains n'étaient pas d'accord avec moi, et puis voilà. Donc et c'est regrettable, parce que moi, d'ailleurs, je disais à l'époque que les défis allaient être beaucoup plus colossaux, beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, on l'a vu, la décennie 2010-2020, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Et c'est vrai que ça a laissé un vide sur le champ, on va dire, le champ militant et de l'engagement. Et que voilà, ce vide-là n'a pas été forcément comblé. Il y a eu des héros, donc Tariq Ramadan revenait aussi en France, hein, mais c'était une implication moins, on va dire, moins constante et moins régulière. Alors, du fait qu'il était préoccupé au Qatar. Quoi. Alors, ceux qui s'étaient engagés et qui sont des grands militants, des militants de longue date, je pense à des acteurs qui ont milité par exemple dans le MIB, formuler une critique à l'égard de Tariq Ramadan, c'est que du coup, là pour le coup, il prenait beaucoup de place sur un certain nombre de sujets. Et que du coup, il y avait aussi peut-être la fâcheuse tendance, consciemment ou inconsciemment, d'islamiser des questions sociales. Et peut-être du coup, pour le coup, alors qu'effectivement dans le discours de Ramadan, il y a cette prétention de créer des liens avec d'autres, ceux qui sont dans une démarche plus classique, sans forcément mettre en avant leur islamité, mais néanmoins très actifs sur le terrain, faisaient cette critique-là. Toi, qu'est-ce que tu... Je pense que c'est un peu un faux procès qu'on fait, puisque bien qu'on s'engage au nom d'une islamité réelle ou supposée et dans une démarche citoyenne, l'identité religieuse musulmane, c'est pas celle-ci qui va entraver, ou alors c'est pas celle-ci qui va s'engager dans une volonté d'islamiser la question sociale. Je pense que l'islamisation de la question sociale, elle est plus le fait d'acteurs politiques, on va dire notables, oui, et de journalistes, plutôt que les acteurs musulmans, même s'ils sont motivés à partir de leur référence musulmane. J'en veux pour preuve, même au début des années 80, quand il y a eu les manifestations dans les unes Talbot-Renault, c'était quel ministre, il me semble, qui disait que oui, c'était... Pierre Mauroy. Ouais, Pierre Mauroy qui disait c'est les islamistes. Déjà, on disait voilà, c'est des manifestations, des grèves, des mouvements de grève, les ayatollahs qui organisent les mouvements de grève. Donc, alors que c'était, ouais, voilà. Donc c'était voilà des revendications syndicales classiques de la part de première génération d'immigrés. Mais déjà, il y avait déjà une tentative d'islamiser la question sociale. Et moi, pour moi, j'appelle ça, c'est plutôt une manœuvre, un procédé qui culturalise la question sociale ou qui l'islamise pour dédouaner le politique de sa responsabilité importante à régler les préoccupations majeures des Français de manière générale et des Français de confession musulmane en particulier. Donc c'est un peu jeter la pierre à l'islam et aux musulmans pour un petit peu distraire et détourner l'attention, alors que la responsabilité, elle incombe aux politiques de régler des problématiques éminemment politiques. Très bien. Et pas le fait qu'un acteur se présente et qui s'assume musulman. D'ailleurs, même Tariq Ramadan lui-même le disait souvent, il faut désislamiser la question sociale et ne pas. Je ne pense pas qu'il a renforcé cette manœuvre ou ce procédé qui consistait à ethniciser la question sociale ou islamiser. Ça, c'est plutôt un faux procès. Une dernière question avant de terminer. Donc du coup, 2009, c'est la fin de présence musulmane. Beaucoup sont d'accord sur l'idée que c'est la fin d'un cycle. Et en même temps, donc Tariq Ramadan est une autorité internationale, il voyage un petit peu partout. Il dirige un centre à Doha sur le renouvellement de la pensée islamique avec une contribution éthique, donc à partir de son ouvrage Réforme radicale. Mais du coup, présence musulmane, les acteurs qui sont présents, est-ce qu'il y a eu d'autres jeunes intellectuels qui ont pris la suite ou qui auraient pu prendre la suite? Parfois on est un peu surpris de voir que
alors qu'il peut y avoir une proximité intellectuelle, il n'y a pas forcément eu de filiation, par exemple, entre un Tariq Ramadan et un Nabil Enasri, qui va émerger au début des années 10. Il y a eu qui était aussi président du CMF. Ouais. En fait, il y a eu, on va dire, on ne va pas parler de filiation, mais il y a eu une relève de nouveaux acteurs musulmans, plutôt une génération, un peu ma génération, voire un peu plus jeune, et qui ont, on va dire, à partir de certains acquis, ont développé aussi une façon d'agir, une façon d'être, une mobilisation et un discours. Sauf qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu l'expression médiatique et politique escomptée. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin des années 2010, il y a eu comme un espèce d'étouffement, d'une voix musulmane engagée, impliquée. Et on a eu, donc il y a eu aussi des associations qui ont émergé comme le CCIF, le CRI, qui se sont spécialisés dans la défense et l'assistance juridique des personnes discriminées du l'islamophobie. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les acteurs musulmans on va dire, il y a une présence qui est beaucoup moindre que ce soit au niveau de l'émulation intellectuelle ou même au niveau de la mise en place de débats. Ça s'est un petit peu tassé, essoufflé, voilà. Essoufflement, voilà. Et c'est encore aujourd'hui le cas en 2021 ? Bah oui, c'est davantage. Ouais, davantage, oui. Ouais. Alors peut-être une petite note d'espoir. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir peut-être quelque chose d'autre ? Oui, je pense qu'il y a... Et c'est vrai que c'est difficile de se projeter au moment où il y a une crise sanitaire comme... Voilà, donc la crise sanitaire étant passée par là, et puis il faut savoir, depuis 2015, il y a eu des événements dramatiques de terrorisme en France. Donc aujourd'hui, il y a une offensive autoritariste de la part de leaders d'opinion, de journalistes, et qui pousse le gouvernement à élargir le champ des cibles et pour faire taire des voix musulmanes, notamment celles qui sont critiques, mais il faut continuer à s'investir, à s'engager, à s'impliquer en ayant des positions de principe assez claires, notamment dans la condamnation du terrorisme. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faille pour autant se justifier et s'excuser d'actes tragiques qui sont commis par des minorités qui se réclament de l'islam. Mais voilà, il faut continuer cet engagement et à réaliser la personnalité citoyenne et musulmane comme ça a déjà été amorcé depuis quelques décennies. Très bien. Merci à toi Mahmoud pour cet échange passionnant. On a remonté un petit peu le temps et merci pour tout. À bientôt. Au revoir.